Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 42 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Pierre Demnat. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Alors Pierre, vous êtes déjà intervenu dans notre émission. Au tout début, vous étiez parmi les premiers intervenants sur une série sud-africaine qui s'appelle Generations. Alors vous revenez aujourd'hui sur une autre série sud-africaine, Shadow, qui est sur Netflix. Il y a un vrai boom à l'heure actuelle des séries sud-africaines, puisqu'on peut en voir plusieurs et on en parlera peut-être un peu plus tard. Alors avant de commencer, Pierre, je voulais vous présenter ou vous représenter pour ceux qui sont fidèles du podcast. Donc vous êtes professeur de géographie, bien sûr dans le secondaire, en lycée, mais vous enseignez aussi la géographie dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Vous travaillez en région parisienne et vous avez aussi été directeur de collection du manuel de géographie de terminale pour le livre scolaire.fr. Donc voilà, vous vous intéressez aussi dans le cadre de votre thèse à l'Afrique du Sud et en particulier aux séries sud-africaines. Alors je ne pouvais pas encore une fois rêver mieux comme intervenant puisque vous êtes le grand spécialiste en France de ces séries-là. Donc quelle série, Pierre, vous allez nous présenter aujourd'hui ? Je vais vous présenter la série Shadow Khumalo qui est sortie en 2019, donc sur Netflix. Qui est la première d'une longue série, on espère, de séries sud-africaines sur Netflix. Et c'est vrai que ça, c'est un grand changement. Un grand changement puisqu'il s'agit, alors, non pas d'une production originale Netflix, mais d'une série entièrement sud-africaine achetée par Netflix. Et donc, la première série entièrement produite par Netflix, c'est Queen Sono. Elle est sortie en 2020, celle-ci en 2019. Et c'est vrai que Shadow est très intéressante puisque c'est en quelque sorte la précurseur d'une série de diffusion Netflix, donc de production Netflix africaine, avec donc en fait une branche africaine qui s'est créée sur Netflix. Qui s'appelle la catégorie Made in Africa et d'ailleurs sortie là en mai 2020. Ça rassemble une centaine de films aujourd'hui et 2 séries. Et donc là, l'idée de Netflix, c'est de se développer donc des séries sud-africaines. Il y en a donc 3 désormais. L'Afrique du Sud est vraiment la base arrière de Netflix en Afrique, mais il va y aussi avoir des séries nigérianes qui vont qui vont être mises en ligne bientôt. Ça, c'est vrai que c'est assez représentatif du paysage cinématographique africain, puisqu'on a donc le Nigeria qui est le poids lourd avec Nollywood, donc ce grand pôle de production cinématographique, et puis l'Afrique du Sud qui n'est pas en reste, avec pas mal de productions également. Et donc là, on est vraiment dans une dynamique de Netflix. Là, on aperçoit aussi une dynamique commerciale, une stratégie commerciale qui est à la fois de gagner des clients africains en concurrençant des chaînes privées, puisque les chaînes privées sont c'est plutôt là où on trouve les séries en Afrique, et notamment en Afrique du Sud. Et puis aussi, bien sûr, de permettre aux clients internationaux de découvrir des productions africaines. Donc là, il y a vraiment, c'est assez intéressant sur le plan aussi de la diffusion internationale des séries. Et non, il n'y a pas que les séries nord-américaines qui sont diffusées internationalement. Donc, je disais, Shadow a été réalisé par un Sud-Africain qui s'appelle Philippe Wolmarans
Et dans le rôle de Shadow, on retrouve donc Palance Dadla, qui est donc un acteur de série extrêmement connu en Afrique du Sud. Il a notamment joué dans une série qui était très à succès dans les années 2000 qui s'appelle Rhythm City. Et donc là aussi, on voit là que Netflix va appuyer sa stratégie sur bien des producteurs, des acteurs qui sont habitués des séries, puisque des séries en Afrique du Sud, on en connaît depuis grosso modo le début de la télé en Afrique du Sud, dans les années 70. Et il y a donc une productrice Netflix qui se charge donc des productions africaines de Netflix. Elle s'appelle Dorothy Getuba. Elle est kenyane et elle nous dit que que les séries là, qui sont produites sont exactement ce qu'elle souhaitait faire, c'est-à-dire laisser les Africains raconter leurs histoires sur l'Afrique. Et donc là, c'est aussi intéressant puisque il s'agit bien là d'une série qui est africaine au sens où elle est produite par des Africains. Et donc, du coup, on évite cette espèce de biais qui est d'avoir des films qui se déroulent en Afrique, mais qui, en fait, répondent à des représentations qui émanent d'occidentaux, de producteurs non africains. Donc, c'est en ça que j'avais envie de présenter cette série de Shadow, puisqu'il me semble qu'elle est vraiment qu'elle incarne un peu un renouveau du genre sériel en Afrique et notamment en Afrique du Sud. Alors effectivement, Pierre, je crois que dans cette saison 2 d'Histoire en série, on reviendra, si vous en êtes d'accord, sur d'autres séries quand elles sortiront, les Nigérianes. Et puis, effectivement, Queen Sono, qui est quand même la première vraie production originale Netflix pour l'Afrique. Donc là aussi, on est en train d'assister à une émergence sur ces séries-là, avec bien sûr on va le voir tout au long de cette émission, des poncifs qui restent des choses vraiment ancré sur l'Afrique, mais aussi on va voir que à certains moments, notamment quand on va voir la ville de Johannesburg où se passe Shadow, on verra qu'il y a des représentations. On pourrait se situer dans n'importe quelle grande métropole mondiale en voyant la skyline par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, cette volonté à la fois de se démarquer en montrant les spécificités de l'Afrique, mais aussi de s'ancrer dans une dynamique mondiale qui a aussi pour but de, j'imagine, et j'espère que les auditeurs le feront aussi, conquérir des auditeurs occidentaux. Alors, j'avais justement une première question, Pierre, à vous poser là-dessus. Cette série-là, Shadows, est-ce que vous pourriez nous, peut-être rapidement, nous faire le synopsis ? Oui, alors il s'agit en fait d'une série qui traite le héros est un justicier, il est travaillé dans la police et puis il est devenu détective privé et il fait justice lui-même donc pour quand il estime que la police ne fait pas son travail et que la justice ne fait pas son travail, ce qui est assez symptomatique de l'Afrique du Sud où la police est très critiquée par la société. On estime généralement qu'elle n'assure pas la sécurité des populations, que la justice est assez corrompue malheureusement, et donc là il y a aussi il y a une forme de dénonciation d'une violence, de la violence qui malheureusement touche l'Afrique du Sud et le quotidien des Sud-Africains. Et donc, il est question de viol non illicite, de viol et de gens, des auteurs non condamnés, de meurtres, etc. Tout un tas de crimes qui touchent la société sud-africaine, j'allais dire quotidiennement. Et donc, voilà, Shadow, bien sûr, prend place à Johannesburg, qui est probablement la ville la plus criminelle en Afrique du Sud, ou en tout cas celle qui est réputée comme telle, et donc se déplace dans une ville marquée par l'insécurité. Alors justement, Pierre, effectivement, là aussi, quand on regarde la série, on est quand même très très surpris, et vous allez vous, en tant que géographe, nous présenter cela, de se retrouver à Johannesburg, parce que il y a un certain nombre d'images qui nous font penser que on pourrait se situer dans n'importe grande métropole mondiale. Alors, est-ce que justement, Johannesburg, on peut la qualifier de ville mondiale ? Alors, ça, c'est une vaste question qui peut toujours diviser. Johannesburg est parfois qualifiée comme la seule ville mondiale d'Afrique, ce qui ne fait pas du tout consensus parmi les chercheurs. Toutefois, il est certain que c'est une grande métropole. Ça fait pas d'ombre d'un doute, et c'est une des villes certainement les plus influentes en Afrique, de par un certain nombre d'équipements, de fonctions qui sont importantes.
Donc bon, rapidement, hein, il y a un aéroport international qui est l'un des plus grands d'Afrique, des centres d'affaires, une bourse qui est assez importante. Donc voilà, des activités économiques qui sont de premier plan, même si la fonction politique, hein, pour l'Afrique du Sud, n'est pas localisée à Johannesburg, mais à Pretoria. Donc en ça, c'est bien une ville mondiale. Après, donc la série, hein, en l'occurrence, Shadow, va revenir sur ces points. Je dirais que la première chose, c'est que, enfin, en tout cas pour un spectateur qui ne connaît pas Johannesburg, ça va être un spectateur non africain et qui ne connaît pas Johannesburg, ça va être de dire ah, mais en fait, en Afrique, on a des villes qui ressemblent pas mal à des villes nord-américaines ou même des villes européennes, enfin plutôt des villes nord-américaines. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui peut susciter la curiosité, l'interrogation. Alors, c'est vrai que là, on a clairement une vision de Johannesburg qui est très contemporaine, hein, puisque les séries ont été tournées cette série a été tournée extrêmement récemment. Et en fait, on retrouve exactement dans Shadow, ces modes de filmer qui sont propres aux séries nord-américaines, avec des vues surplombantes de la skyline, donc de Johannesburg. On peut retrouver quelques petits éléments, quelques petits bâtiments iconiques. Alors évidemment, on les connaît moins que l'Empire State Building à New York, mais on peut les reconnaître. Il y a deux grands tours qui sont assez connus, qu'on appelle la Ponte Tower, qui est une grande tour avec en haut, il y a un panneau publicitaire de Vodacom, donc qui est le principal opérateur téléphonique en Afrique du Sud. Et puis une autre tour qui s'appelle la Telkom Tower, qui est une grande tour de télécommunication, cette fois-ci, donc de relais, un radio, et qui donc fait partie, enfin domine un peu le paysage de Johannesburg. On les retrouve, donc ces bâtiments un peu iconiques donc voilà, et c'est vrai que c'est un peu comme dans les séries nord-américaines, ils vont débarquer par moment à l'écran, on ne sait pas trop pourquoi, hein, c'est juste peut-être pour nous rappeler qu'on est bien à Johannesburg. Mais c'est vrai que ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir cette verticalité du paysage qui est tout à fait réelle, hein. Johannesburg est une ville, le centre de Johannesburg est vertical, sans aucun doute. Le reste est très étalé, mais le centre est vertical. Ce qui est intéressant, c'est que ces séries, par rapport aux séries sud-africaines précédentes, cette série, hein, en particulier, surtout Shadow, va montrer on va dire l'aspect pas forcément toujours en très bon état de la ville. C'est-à-dire qu'on a certes cette architecture standardisée faite de verre et d'acier, mais au-delà de ça, on a un centre-ville de Johannesburg qui est quand même relativement délaissé de nos jours, puisque le centre-ville de Johannesburg, qu'on appelle souvent le CBD, là-bas, c'était un quartier donc réservé aux blancs durant l'apartheid. Il était extrêmement prospère. Tous les sièges de grandes banques, etc., étaient présents dans ce centre de Johannesburg. Et aujourd'hui, depuis la fin de l'apartheid, donc ça remonte un petit peu maintenant, les populations noires sont venues s'installer et les populations blanches ont fui. On fuit par peur des populations noires, ne souhaitant pas se mélanger, etc. Un nouveau quartier d'affaires s'est dressé à Sandton, donc tout au nord de la ville. On ne le voit quasiment pas ou presque pas du tout en fait dans Shadow, ce qui est aussi très différent des autres séries, hein, séries qui n'étaient pas diffusées internationalement, où on montrait beaucoup Sandton, cette fois-ci non. Mais on va voir donc une ville vraiment qui correspond bien quand même aujourd'hui à ce qu'elle est, c'est-à-dire un centre-ville peuplé par des populations noires, mais avec des modes de vie relativement standardisés. C'est-à-dire qu'on va y retrouver donc des pratiques qui sont assez proches des pratiques occidentales, que ça soit bien sûr du shopping, mais aussi on se déplace dans la ville avec des voitures assez luxueuse. Enfin, en tout cas, Shadow a une voiture luxueuse, etc. Donc, en fait, on voit pas forcément de grandes différences entre la vie à Johannesburg et la vie dans une ville nord-américaine dans cette série. Et ça, en soi, c'est quelque chose d'assez intéressant, il me semble, au titre des pratiques urbaines et ce que nous dit une série sur les pratiques des urbains, des Johannesburgeois en l'occurrence.
Alors justement, Pierre, il y a quand même dans cette série, moi j'ai trouvé en la regardant, hein, c'est une série qui est, pour l'instant, il n'y a qu'une saison, donc qui est relativement rapide à voir, hein, puisqu'il n'y a que 6 épisodes. Et j'ai trouvé que on pouvait voir. Je ne sais pas si c'est une spécificité de Johannesburg ou si on le retrouve à Cape Town, par exemple, ou à Pretoria, mais on pouvait voir que dans cette ville-là de Johannesburg, on avait une métropole qui était à la fois encore marquée par une certaine ségrégation, hein, notamment au niveau spatial, vous avez commencé à l'évoquer, mais aussi qui était très marquée par la violence. Et c'est ce qui ressort de ce que j'ai pu voir dans Shadow. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire, vous, avec votre œil de géographe? Alors, les villes sud-africaines sont éminemment ségrégées. C'est bien sûr, c'est en rapport avec l'histoire, donc l'apartheid, et c'est donc ces townships donc, qui faisaient face à des quartiers réservés aux Blancs. Les townships existent toujours, bien entendu, ils sont toujours peuplés de Noirs, quasiment exclusivement, et on a toujours des quartiers riches blancs. Alors, certes, ces quartiers riches se sont un peu déplacés, ce que je disais, le CBD est devenu plutôt un quartier noir, alors que la banlieue nord de Johannesburg est devenue est toujours restée très blanche, avec des gated communities, etc. Ça, c'est vraiment donc sur l'aspect ségrégué, c'est tout à fait réel. C'est Johannesburg, mais c'est aussi Cape Town, Pretoria également, un peu moins. Pretoria est un peu plus petite, alors c'est plus difficile peut-être de voir, mais il y a quand même une ségrégation à Pretoria, évidemment. À Cape Town, c'est très net. Hein. La ségrégation aussi est très forte entre les bidonvilles d'un côté ou les townships, il y a un peu de tout, et puis les quartiers très riches. Les écarts sont très forts à Cape Town. Alors ici, pour Johannesburg, ce qui est en revanche vraiment intéressant dans Shadow, c'est qu'on voit là les townships apparaître, et notamment Soweto. En tout cas, ce que j'ai identifié comme Soweto, alors c'est pas dit comme Soweto, mais ça se voit. Et là, on le voit d'ailleurs dans un épisode, il me semble que c'est dans l'épisode 5, où on voit on voit les tours, les fameuses Orlando Towers qui sont, c'est dans l'épisode 5, on voit les Orlando Towers qui sont donc, c'est une ancienne usine de production électrique qui est aujourd'hui désaffectée. Elle a été entièrement repeinte, elle domine un peu Soweto, et aujourd'hui on peut y faire du saut à l'élastique. Enfin, c'est quelque chose d'un peu particulier. On voit d'ailleurs l'étendue du township dans cet épisode 5, hein, très large. Et donc en fait, c'est ça qui, moi, je trouvais est extrêmement intéressant de mon œil de géographe, c'est l'inclusion des townships dans les séries, ce qui n'était vraiment pas le cas auparavant. Il y avait eu dans les années 2000, on commence à les apercevoir un petit peu, mais pas beaucoup dans Generations. On en avait parlé dans le podcast précédent. On les voyait un peu apparaître, mais c'était très, 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 très limité. Alors que là, non. Là, on a vraiment des visions du township. Il y a un moment où Shadow va aller dans le township jouer avec des enfants. On voit donc ces maisons caractéristiques. On les appelle les maisons boîtes d'allumettes, les matchbox houses, qui sont vraiment ces petites maisons standardisées qui avaient été construites par le régime d'apartheid. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça, on voit quelle est la réalité géographique de ces quartiers. Donc, très étalés, pas du tout dense, enfin dense, si sur le plan, il y a du monde, mais par contre pas du tout vertical. Ils sont pas des quartiers verticaux, hein, loin de là. Et en revanche, on va aussi avec Shadow se circuler, on va aller se promener dans des villas extrêmement luxueuses, avec des piscines, etc. Donc voilà, des barreaux aux fenêtres aussi qui marquent aussi la question de la sécurité. Alors on ne sait pas où elles sont localisées. On peut vraiment imaginer qu'elles sont dans le nord de Johannesburg. Et donc, on a un peu cet effet d'aller-retour entre donc le quartier central CBD, qui est plutôt donc quand même peuplé par des populations noires, précaires en certains côtés, mais aussi gentrifiées, je vais en parler dans un instant, à certains endroits. Et puis donc cet aller-retour entre les townships et les quartiers riches. Donc, on voit ce qu'on ne voit pas vraiment dans Shadow, c'est la distance qu'il y a, puisque Soweto est à 25 km du centre de Johannesburg et encore plus loin des quartiers nord riches de la ville. Donc là, on a aussi cet effet de distance, on ne le voit pas. Mais pourtant, on a une ville ségrégée et fragmentée. Ça, on ne le voit pas, il faut l'interpréter. En revanche, ce qu'on voit quand même, c'est une évolution de la métropole, et ça, c'est vraiment une évolution récente, puisque nous voyons dans Shadow le quartier gentrifié de Maboneng. Maboneng est un quartier gentrifié du sud du CBD, où en fait il y a eu une privatisation en partie de l'espace. C'est un quartier qui est en partie possédé par de grands industriels, enfin des grands hommes d'affaires, noirs d'ailleurs en l'occurrence, et c'est un quartier donc où il y a une certaine sécurité privée qui est assurée. Il y a des sortes de milices, si on veut, et on peut donc
eh bien, aller y boire un verre sans avoir trop peur, ce qui n'est pas le cas dans le centre de Johannesburg en pleine nuit, c'est absolument impossible. Donc le soir, là, à Boulogne, on peut, en journée aussi. Il y a pas mal d'ateliers d'artistes, de petites boutiques, etc. Donc ça fait penser un peu au quartier, à un quartier un peu européen. Voilà, c'est ce qui est, je pense que c'est l'effet recherché. Hein. Et ça, on le voit apparaître. Et même, on peut présumer que Shadow y vit. Et ça, en soi, c'est quand même assez intéressant parce que ça nous permet de voir aussi apparaître cette classe moyenne noire hein, qui apparaît. On va sûrement en parler un peu plus tard. Mais en tout cas, donc on voit ces différents quartiers de Johannesburg dans la série. Et ça, c'est quelque chose de vraiment, j'allais dire, c'est vraiment un renouveau de la série parce que c'était pas le cas avant. Alors, après, concernant la violence, elle est omniprésente en Afrique du Sud, ça c'est très net. C'est une violence hein, qui a été travaillée par différents géographes. Je pense notamment à Pauline Guinard qui a travaillé sur la géographie de la peur à Johannesburg, donc la géographie des émotions. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui a été travaillé. La violence est clairement omniprésente. Il y a des attaques, des vols, etc. Et Shadow le montre aussi. C'est-à-dire qu'on a, à la différence de pas mal de séries plus anciennes qui montraient plutôt la vie de familles sud-africaines qui voilà étaient plutôt aisées, etc. Là, non. Là, on voit plutôt Shadow qui intervient dans les bas-fonds de Johannesburg, qui va faire justice, etc. Donc là, il y a clairement aussi un effet. On ose montrer Johannesburg dans ce qu'elle est, c'est-à-dire une ville violente. Et pourtant, on va le montrer à l'international. On ose montrer aussi cette question de, on va dire, de la défaillance parfois hein, de la police, de la défaillance sécuritaire où malheureusement la police n'arrive pas à endiguer hein, les phénomènes de violence. Cette violence, elle est exacerbée par les inégalités qui sont très fortes, hein, c'est une évidence. Et donc ce problème de sécurité dans l'espace public, il apparaît ici dans cette série. Et en soi, c'est quelque chose qui me paraît vraiment assez novateur. Bien sûr qu'on le voyait de temps en temps, on pouvait le voir dans une série des années 90, Egoli, on voyait dans un des génériques une attaque à main armée, bien sûr, de deux blanches par un noir. Alors ça reprend hein, tout à fait les clichés qu'on peut avoir. Hein. Myriam Housset a travaillé là-dessus dans son HDR. Elle montre hein, donc ce cliché de l'homme noir qui est toujours responsable de tous les crimes, hein, cette vision de la criminalité le criminel est noir en Afrique du Sud. Bon, ça c'est bien sûr des résurgences de l'apartheid. Là, c'est pas tant, on n'est pas tant sur des histoires de couleur de peau, hein, mais plutôt sur une question de violence. Shadow n'hésite pas à utiliser ses armes, est souvent confronté à d'autres attaques. Enfin, voilà. Donc il y a clairement une vraie mise en scène. Mise en exergue de la violence. Cette violence et ce lien avec la police aussi, puisque Shadow travaille avec la police de Johannesburg et on voit quand même clairement un petit peu les effets d'entraînement de la police où le chef de la police ne semble quand même pas très concerné par les différentes affaires, voilà, ne semble pas très actif. Et ça, c'est clairement une vision qui est celle des Sud-Africains, hein, des Johannesburgeois qui trouvent que la police ne fait pas son travail. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir cette dénonciation un peu de ce manque de sécurité qu'ont certainement voulu que le producteur a certainement voulu mettre en scène. Oui, effectivement, Pierre, hein, vous avez, à mon avis, tout à fait raison dans cette idée-là qu'il y a une vraie évolution narrative sur les séries sud-africaines avec cette volonté aujourd'hui de représenter une certaine vision, on va dire, plus juste, plus près du réel de ce qui se passe dans les villes. Alors effectivement, on est quand même sur une série qui veut s'exporter à l'international, mais en même temps, on sait qu'aujourd'hui, je pense, le spectateur n'a pas envie de voir quelque chose de tout rose ou pas, il veut voir la réalité, et ça, je pense que ce qui est représenté dans Shadow, même si c'est une fiction, on le voit très bien. C'est tout à fait vrai. Hein. On a vraiment une question de… moi qui travaille beaucoup dans mes recherches sur les écarts entre fiction et réalité, pour de bon, c'est la série, à mon avis, la série sud-africaine qui se rapproche le plus de la réalité. Alors bien sûr, on n'échappera jamais aux effets d'esthétisation. On en parlait tout à l'heure, cette vision de la skyline. On a beaucoup de vues de la skyline de nuit. Donc bien sûr, ça l'esthétise totalement. On a l'impression qu'elle est aussi belle que celle de New York. Bon, non, c'est clairement pas le cas. Mais on a cette vision plus juste, donc, du fait de la mosaïque plus complète des différents quartiers. J'en ai déjà parlé. Donc ça en soi,
c'est déjà une vision beaucoup plus juste. On a une vision plus juste aussi donc sur on peut voir des quartiers marginalisés, c'est-à-dire que dans Shadow on va retrouver quelques visions, alors furtives certes, mais des visions d'un centre-ville qui est parfois pas en très bon état. Les séries précédentes, qui étaient beaucoup tournées en studio, en fait, enfin, essentiellement tournées en studio, montraient quelques visions de Johannesburg, mais des visions très esthétisées, d'une skyline, etc. Et ça participait bien sûr d'un imaginaire en fait de la ville de Johannesburg. Johannesburg qui est c'est souvent, un de ses surnoms, c'est Egoli, hein, donc la ville de l'or. Hein. Johannesburg a été créée à la fin du 19e siècle sur une mine d'or, et donc pendant longtemps, en Afrique du Sud, mais aussi en Afrique australe, Johannesburg, c'était la ville où on pouvait gagner de l'argent, on pouvait avec l'or. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus d'or à Johannesburg, mais c'est toujours une ville qui fascine parce que elle concentre pas mal d'activités économiques. Et donc, dans les séries anciennes, c'était vraiment cette vision un peu fantasmée de Johannesburg, la ville où on gagne de l'argent, etc. Alors que là, on a une vision quand même un peu plus réaliste, où on va voir donc quelques quartiers, les townships qui sont pas en bon état, mais aussi les quartiers du centre qui ne sont pas en bon état non plus pour certains. Et là, du coup, on peut voir que oui, l'architecture est faite de verre et d'acier. Oui, on a une architecture standardisée, très métropolitaine, mais attention, on est quand même sur une architecture des bâtiments qui ne sont pas pas en très très bon état. C'est dû à la marginalisation du centre historique, hein, du CBD de Johannesburg, qui est marginalisé sur le plan racial, hein, puisque c'est un quartier peuplé actuellement par des populations noires. Je rappelle quand même que la population blanche, qui représente entre près de 9 à 10% de la population sud-africaine, détient quand même une grande partie des capitaux. Et donc, bien sûr, il y a parfois un manque d'entretien des bâtiments. Mais en ça, c'est vraiment intéressant parce que la série le montre, même si elle le montre un peu, elle le montre. Alors qu'auparavant, on ne le voyait jamais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez, je trouve, assez intéressant. Cette volonté d'être plus proche de la ville, de l'espace, et puis bien sûr de ses habitants. Et donc là, on se rapproche un peu plus quand même d'un espace vécu par les Johannesburgois, alors que ce n'était pas le cas dans les séries précédentes. Et moi qui ai un peu analysé la réception de ces séries un peu plus anciennes auprès de jeunes publics, eh bien, on le voyait clairement. Il y avait les spectateurs disaient, oui, mais c'est pas la ville dans laquelle on vit. Elle ressemble pas qu'à ça. Sur le plan esthétique, oui, mais sur le plan vécu, non. Là, on le voit. Il n'est pas question. Voilà, je parlais de Rhythm City, donc l'acteur a été acteur dans Rhythm City. Rhythm City, on voit régulièrement des jeunes gens circuler dans Johannesburg centre en pleine nuit. Les Johannesburgois vous diront non, ce n'est pas possible, c'est beaucoup trop dangereux. Là, dans Shadow, eh bien, on le voit ça, c'est dangereux. Et alors il y a des visions de nuit, etc. Bien sûr, Shadow, lui, est en dehors de ses problèmes de sécurité, puisqu'il fait justice lui-même. Mais de fait, on voit bien que les rues sont désertes. Donc ça, en soi, c'est vraiment quelque chose qui me semble beaucoup plus juste sur le plan de l'espace et de ses pratiques. Alors justement, vous avez dit, Pierre, aussi au niveau de la justesse, moi ce que j'ai trouvé dans cette série Shadow en 6 épisodes, c'est qu'on pouvait appréhender, je trouve, ce qu'était devenue la société sud-africaine depuis la fin de l'apartheid, de ce qu'elle est réellement aujourd'hui. Et ça, c'est assez intéressant. Après l'intrigue de la série, ça plaît pas, le justicier, bon, c'est assez intéressant. Moi, j'ai trouvé ça effectivement aussi divertissant, mais je l'ai regardé aussi avec un œil un peu plus, on va dire, sociologique. Et j'ai trouvé effectivement que déjà, on voyait cette Afrique du Sud telle qu'elle est, ce que avait appelé Mandela cette nation arc-en-ciel, elle apparaissait. On voyait véritablement dans Shadow une société multiculturelle, mais aussi multiethnique. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est, à mon avis, l'élément même le plus marquant, en fin de compte, dans de cette série. C'est notamment la question donc du plurilinguisme qui marque l'Afrique du Sud. Et c'est vrai que on peut écouter certains extraits. On peut voir que on a donc eh bien différentes langues qui apparaissent.
How do you know my name? Michelle spoke to your sister. I get it. Okay? You're angry. You want to go after him. She's your sister. It's your fight. I get it. Look, we don't need your help, okay? He doesn't scare me. Well, he should. What, you think he grew up in Disneyland? I know people like him. No, I don't think you do, man. He's not just some average gambler. What do you want? What are you doing here? I'm from X's sister-in-law. And how does that work? I'm supposed to sit back like a cow and let you handle it. Now, we'll handle this together, man. You need to trust me. Trust you? Dude, I don't know you. Listen here. From Caltech. From up the sister block. Reggie, you cannot go after him on your own. Look, I appreciate you coming down here, but I've got this. I can handle this. It's my problem. Alors, en Afrique du Sud, il y a 11 langues différentes, donc 11 langues officielles. Donc évidemment, ça complique les choses. Alors, la langue de communication classique, c'est l'anglais, mais ce n'est pas du tout la langue, la langue de la langue, comment dire, maternelle des Sud-Africains, très loin de là. Et donc, on a en fait une Afrique du Sud, certes anglophone, mais qui parle plein d'autres langues. Et dans Shadow, on va retrouver, on va entendre du Xhosa, on va entendre du Zoulou, qui sont donc les langues relativement majoritaires chez les populations noires. Et donc, en fait, on retrouve là les langues de l'Afrique du Sud. Alors, on pourrait entendre de l'afrikaans, on l'entend, donc l'afrikaans, qui est la langue des descendants des premiers colons hollandais. On en entend un petit peu dans Shadow, c'est plutôt dans Queen Sono qu'on en entend davantage, mais dans Shadow, on commence à l'entendre. Mais c'est vrai qu'en soi, ce plurilinguisme, c'est vraiment quelque chose de passionnant, je trouve, parce que ça correspond tout à fait à la société sud-africaine qui change de langue, qui s'adapte, où l'anglais est une langue de communication, certes, universelle, mais en fait, on peut parler toutes les langues. Et faire parler du Xhosa ou du Zoulou dans une série qui va être internationalement diffusée, c'est aussi, à mon avis, une prise de position de la part du producteur qui cherche aussi à montrer cet aspect multiculturel de l'Afrique du Sud. Et c'est clairement, on entre aussi dans une dynamique peut-être aussi de revendication politique des communautés noires qui cherchent aussi là à montrer qu'elles ont leur propre langue, etc. Et donc là, et c'est vrai, c'est leur langue, ils l'utilisent quotidiennement. Et donc en ça, c'est intéressant de voir que parfois, surtout dans le cadre un peu informel, familial, etc., Shadow va parler d'un coup Zoulou ou Xhosa, voilà, indifféremment. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, à ma connaissance, ça n'apparaissait pas avant. On avait des séries en Zoulou, des séries en afrikaans, des séries nombreuses en anglais, mais pas cette espèce de pluralité, pas toutes les langues en même temps. Et donc, en cela, ça me semble vraiment être quelque chose de très spécial, et ça permet bien sûr de mettre en scène la mosaïque raciale, si on peut me permettre l'expression, d'une Afrique du Sud évidemment noire, a priori donc plus noire évidemment, mais 80% de la population est noire, mais aussi on y voit des populations blanches quand même. Et donc là aussi il y a une question ça apparaissait déjà dans quelques séries, mais c'est vrai que là avec ce pluralisme, ce plurilinguisme, on ne fait que le voir davantage. Et en soi, ça me semble être vraiment quelque chose de vraiment novateur dans cette série. Et ça marque aussi clairement une reconfiguration, évidemment, depuis la fin de l'apartheid, et notamment cette prise de pouvoir, prise de pouvoir de la population noire qui n'avait pas le droit de le prendre avant.
Alors justement, Pierre, vous évoquez à juste titre cette idée de prise de pouvoir par la population noire en Afrique du Sud, qui sont ultra majoritaires et qui étaient pendant toute une partie du XXe siècle mis en minorité par cette notion d'apartheid. Là, on voit dans cette série, comme on peut d'ailleurs, je pense, le voir aussi dans les 2 autres séries disponibles sur Netflix, que ce soit Queen Sono ou que ce soit Blood and Water, on voit cette idée qu'il y a une partie de la communauté noire qui n'est plus qui n'est plus pauvre, qui s'est enrichi et qui a participé d'ailleurs, vous l'avez dit, à la gentrification d'une partie des espaces urbains sud-africains. Alors là, moi j'ai trouvé que justement dans Shadow, ces Black Diamonds, comme on peut les appeler, je crois, on les voit très bien. Oui, on les voit vraiment. Alors, j'en avais parlé pour Generations où on les voyait aussi, mais là, on les voit vraiment, vraiment, encore plus, je dirais, parce qu'on les voit on les voit évoluer dans des quartiers qu'ils ont investis. Donc, on parle effectivement en Afrique du Sud, depuis la fin de l'apartheid, d'un Black Empowerment, qui est donc vraiment cette logique qu'on essaie de redonner du pouvoir aux Noirs, avec donc évidemment des Noirs à la tête du pays, ça c'est clair, mais au-delà de ça, il y a des lois qui ont été choisies pour donc privilégier normalement les Noirs dans l'emploi. Alors bon, avec des effets qui sont plus ou moins réels, mais enfin, il y a quand même une vraie volonté d'essayer d'inverser un peu ce racisme. Ici, donc on a clairement, Shadow fait clairement partie des Black Diamonds. Il est, alors, d'une Black Diamonds, pas les plus riches, parce qu'il y a des Black Diamonds excessivement riches. On le voit dans une série qui s'appelle Scandal, qui est très appréciée en Afrique du Sud, où on voit clairement une noire circuler dans une Rolls. Bon, ça, évidemment, c'est le cliché. Là, non. Enfin, quoique, Shadow circule quand même dans une berline Audi, donc bon, plutôt une voiture quand même assez chère, qui est réservée qui était auparavant réservée à une population plutôt blanche en Afrique du Sud, mais on observe de plus en plus de populations noires rouler dans des voitures de luxe. Et donc ces Black Diamonds là, ils sont là, c'est-à-dire qu'on voit bien donc qu'ils fréquentent des espaces qui leur sont un petit peu dédiés, donc avec ils adoptent le mode de vie occidental, donc notamment on parlait tout à l'heure de Maboneng, donc dans ce quartier où on retrouve Shadow régulièrement dans des bars qui semblent tout à fait occidentaux, avec là il n'est pas question d'avoir de musique africaine, etc. Pas du tout. Il n'y a pas d'afrobeat pourtant si apprécié en Afrique du Sud. Non. On a de la musique, que ce soit du jazz, enfin des musiques très internationales, des populations noires certes dans le bar, mais alors bien sûr, il n'est pas question de voir d'habits traditionnels, etc. Non, on est habillé de façon très à l'occidentale. Donc des Black Diamonds qui adoptent des pratiques plutôt occidentales, qui donc sont relativement aisées, peuvent aller se permettre d'aller boire des verres en fin de journée, type after work, qui vont se retrouver aussi donc à vivre dans ces quartiers gentrifiés, donc qui en plus adoptent aussi des sortes de pratiques j'allais dire spatiales, de pratiques de l'espace, donc de réinvestir des quartiers qui avaient été délaissés. Et donc Shadow habite probablement à Maboneng, dans un immeuble où il peut surplomber la skyline de Johannesburg. Donc tout ça, ça nous montre clairement ce renversement, ces évolutions de la société, avec donc des populations noires. Alors certes, en grande minorité, la majorité des populations noires malheureusement restent très marquées par la pauvreté et la précarité, mais quand même des populations noires qui ont réussi à atteindre un niveau de vie, vraiment un bon niveau de vie, population noire aussi qui parle parfaitement l'anglais. L'anglais, c'est la langue qu'on apprend à l'école puisqu'on ne sait pas notre langue maternelle. Et donc, on voit aussi là que, bien sûr, ce sont des populations qui ont donc un certain capital culturel et donc évoluent dans ce sens-là. Et ça, c'est aussi intéressant à voir sur le plan de la maîtrise de l'anglais. Ça montre bien que voilà, on a affaire à des populations qui ont clairement fait des études. Après ça, oui, c'est vrai que je le disais tout à l'heure. Moi, je pense quand même que
des éléments intéressants à voir, c'est que là, on a une série qui est produite donc par des Sud-Africains, c'est-à-dire des Sud-Africains noirs, et que clairement, il y a une vraie volonté aussi de mise en scène des Noirs dans ces séries, et notamment dans Shadow, pour bien montrer que ils ont investi l'espace public, que ce soit donc et l'espace aussi culturel, c'est-à-dire que les Noirs ont aussi le droit d'être acteurs. Ça existait déjà avant, mais là, je trouve quand même qu'il y a une vraie volonté de montrer une Afrique du Sud certes plus juste, donc avec des populations noires, etc., mais aussi une Afrique du Sud qui est une certaine Afrique du Sud à l'international, puisqu'on montre quand même une Afrique du Sud avec des populations. Là, Shadow, il vit dans un très bel appartement, etc. Donc, une population sud-africaine qui a des modes de vie très occidentaux, une Afrique du Sud émergente et émergée, clairement. Là, c'est aussi ça qu'on peut voir, à mon avis. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais vous poser comme question parce que quand on regarde cette série-là et puis quand on voit les autres séries sud-africaines sur Netflix, le fait que aussi il y ait en priorité cette branche Netflix africaine se soit développée autour de l'Afrique du Sud, il y a quand même l'idée que depuis, on va dire, les années 2000-2010, l'Afrique du Sud est largement émergente et fait partie des grands pôles de pays émergents dans le monde, ne serait-ce qu'à l'échelle du continent africain. Et ça, je pense que avec votre œil de géographe, vous allez nous le dire, on le voit bien dans Shadow. Oui, on le voit très nettement. Alors, la mise en scène de l'Afrique du Sud émergente, elle date pas de cette série. On la voyait déjà avant. Mais alors, il faut s'intéresser aussi à la question de la réception de la série. C'est-à-dire qu'auparavant, les séries sud-africaines elles étaient diffusées en Afrique du Sud et dans une Afrique anglophone, va-t-on dire. Donc, on était dans une Afrique du Sud émergente, mais il y avait clairement une mise en scène de la richesse. C'est un peu la méthode Coué, quoi. Dire, oui, l'Afrique du Sud, on la montre riche, donc du coup, l'Afrique du Sud est riche. Oui, mais enfin, malheureusement, l'Afrique du Sud n'est pas riche partout, loin de là. Toutes les populations sud-africaines ne sont pas riches du tout. Donc ça, en soi, c'est vrai que c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Bon, après ça, c'est vrai que dans Shadow, on a quand même des espaces de la richesse qui sont bien plus mis en avant que les espaces de la pauvreté. Certes, on voit les townships, mais on les voit quand même assez peu. On voit quand même essentiellement de belles maisons, de beaux appartements, ce quartier de Maboneng, etc. Donc, on voit quand même une Afrique du Sud clairement émergente. La question est-elle encore émergente? On peut se la poser. C'est Philippe Gervais-Lamboni qui se la pose. Est-ce que c'est une ville post-émergente? J'en avais déjà parlé pour Generations. Est-ce que c'est une ville et puis un pays post-émergent? Probablement. C'est un pays qui est malheureusement qui subit la crise économique depuis les années 2010. Depuis 2009, le pays connaît des phases de récession, toute petite croissance. Le pays qui est touché du plein fouet par le coronavirus, donc certainement va encore connaître une récession plus forte. Donc, on n'est plus dans une dynamique de croissance. Mais en revanche, on est dans une dynamique qu'on a une Afrique du Sud qui est quand même un pays relativement riche à l'échelle de l'Afrique. Et ça, c'est net.
Et c'est aussi pour ça, probablement, que Netflix a choisi de s'installer à Johannesburg, enfin, en Afrique du Sud, parce qu'il y avait des moyens de production qui étaient plutôt assez modernes, alors qu'au Nigeria, certes, il y a une production très importante en termes de nombre de production, mais en revanche, on est encore sur une production relativement artisanale, informelle, hein, avec des tournages un peu sauvages en milieu de la rue dans les rues de Lagos, pas beaucoup de tournages en studio, etc. Ça progresse, mais c'est pas encore tout à fait bien standardisé. Netflix ne pouvait pas prendre le risque que de s'installer au Nigeria, je pense, pour ces raisons, et c'est en partie pour ça que l'Afrique du Sud a été choisie. Après, c'est certain que ça donne après une certaine vision donc d'une Afrique du Sud riche. L'Afrique du Sud riche, donc qui est certes la vision qu'on peut avoir de l'Afrique du Sud en disant c'est un pays émergent. Moi, je pense que c'est vrai et pas vrai, c'est-à-dire que oui, il y a des espaces de richesse, mais aussi des espaces de pauvreté. Ces espaces de pauvreté, ils sont quand même malgré tout occultés. Parce que si on voit par exemple le township de Soweto, on va pas voir la population de Soweto, ou quasiment pas. On va pas voir non plus que autour de ce township, donc il y a certes les maisons, ces fameuses maisons de boîtes d'allumettes, qui sont en dur, mais on ne voit pas tous les bidonvilles qui sont développés autour, qui eux sont plutôt peuplés par des populations migrantes, hein, qui arrivent du Botswana, du Zimbabwe, qui donc cherchent, qui espèrent une vie un peu plus meilleure dans une ville qui est soi-disant une ville de la richesse. Ça, on le voit pas. On le voit pas, et donc voilà, une vision plus juste, c'est vrai, mais quand même, la vision qui domine, c'est la vision d'une Afrique du Sud émergente, riche, et ça, c'est clair que ça va bien correspondre aussi aux standards, aux images, aux stéréotypes internationaux que, certes, peut-être que le spectateur ne pouvait pas supposer qu'en Afrique du Sud, en Afrique, on avait des villes très verticalisées, etc., à la manière nord-américaine, ça d'accord, mais en revanche, c'est certain que l'Afrique du Sud a peut-être cette image quand même du pays le plus riche d'Afrique. Et en soi, cette série, elle correspond quand même bien à cet horizon d'attente. On est bien là dans ce domaine d'une Afrique du Sud riche. Et ça, Shadow n'échappe pas à la règle. C'était une règle déjà présente dans les autres séries, mais Shadow n'échappe pas à cette règle. Alors par contre, hein, vous l'avez dit, on va quand même mettre un petit bémol là-dessus, c'est que on n'est pas dans une série hyper réaliste non plus, puisque vous l'avez un petit peu évoqué, toutes les populations marginalisées et qui sont relativement nombreuses hein, dans le pays, comme on peut voir hein, avec l'actualité, dans les townships notamment, hein, très touchés, vous l'avez dit, par le Covid notamment. Ça, on le voit pas trop. Hein, ces populations les plus pauvres, elles ne sont pas trop mises en scène dans Shadow. Elles sont absolument pas mises en scène, même, je dirais, parce qu'en fait, on ne les voit jamais. C'est-à-dire qu'on va voir des populations lésées, hein, donc qui ont été victimes d'injustice, etc. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que certes, on parle du viol, mais on ne va pas parler des viols dans les townships, alors que pourtant, ils sont légion, c'est connu, c'est assez effrayant. Hein, non, on ne va pas aller, on ne voit pas ça, on ne voit pas ces populations dans les townships qui, malheureusement, ont énormément de mal à manger à leur faim tous les jours. Alors, certaines si. Soweto est un township plutôt d'une petite classe moyenne. Ce n'est pas le cas, par exemple, du township d'Alexandra, qui est au nord-est de Johannesburg, qu'on ne voit absolument pas dans la série, et qui est un township beaucoup plus pauvre, où là, clairement, on en est encore Bon, les maisons sont plus ou moins en dur, enfin c'est assez bizarre, mais ce sont des maisons où il n'y a pas de toilettes par exemple, et on se retrouve avec des toilettes sous forme provisoire en Adjeco qui sont dans les rues. C'est des choses comme ça. Donc tout ça, on ne le voit absolument pas, cette pauvreté. Et alors, clairement, oui, pauvreté dont on parle là, pas mal dans l'actualité, où en fait, avec le coronavirus, des populations qui n'ont carrément plus à manger du tout. Ça, non, ça, on ne le voit pas. Et ça, en soi, c'est vraiment dommage. Donc, c'est vrai que c'est une vision plus juste, oui, mais plus juste par rapport aux anciennes séries. On n'est pas dans la justesse la plus parfaite. Non, clairement pas. Et en soi, c'est vrai que peut-être que on ne le fait pas parce que ça contreviendrait à cette idée un peu de la carte postale, parce que bon, évidemment, hein, le producteur sud-africain, il cherche aussi un peu à faire rêver un public international
voilà, en disant, voilà, l'Afrique du Sud, elle est riche, elle est développée, etc. Oui, elle est développée, c'est certain, mais ce développement, il est comme dans beaucoup de pays émergents, ou même en voie de développement, c'est un développement qui ne touche absolument pas toute la population et même laisse de côté, marginalise un bon nombre de personnes. Alors Pierre, j'aurais une dernière question à vous poser, vous qui êtes un des grands spécialistes sur l'utilisation des séries dans l'enseignement, hein. C'est un biais pédagogique qui se développe de plus en plus et là, vous, en tant que géographe, vous le faites régulièrement dans votre lycée, en classe prépa. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir dans Shadow Kumalo? Comment on pourrait utiliser cette série dans le secondaire, par exemple? Alors, il me semble qu'effectivement, c'est une des séries qui se prête le plus à l'étude de la métropole de Johannesburg. Cette nouvelle série, elle est vraiment passionnante pour ça. Moi, je pense qu'en quatrième, clairement, quand on travaille sur les métropoles, on peut le voir. En sixième aussi, sur habiter une métropole, ça me semble aussi être intéressant. Donc, au niveau collège, je pense que on peut aboutir à des choses vraiment intéressantes parce que ça va permettre aussi de travailler sur un peu les stéréotypes des élèves. Donc, un peu leur montrer que, bien non, en Afrique, tout le monde n'est pas pauvre et tout le monde ne mange pas un bol de riz. C'est vrai que ça peut être pas mal. Ça permet d'échapper un peu à cette vision misérabiliste de l'Afrique. Ça permet de montrer aussi que, voilà, en Afrique, il y a des très grandes villes immense, hein, Johannesburg, ça fait 5 millions d'habitants. Donc, en soi, ça me semble vraiment intéressant. Et je pense que voilà, là, on peut clairement, en choisissant certains extraits, on peut se permettre de faire une espèce de petite mosaïque de la ville, de façon à ce que les élèves puissent repérer un petit peu les différents types de quartiers et donc voir les différents types de populations. Alors, bien sûr, c'est comme pour toujours dans l'enseignement par les séries. Je pense qu'il faut toujours un peu ajouter soit un récit professoral, soit un document ou deux pour montrer voilà, ce qui est occulté. Et par exemple, cette très grande pauvreté. Ça, c'est vrai que ça paraît délicat de travailler, de faire une étude de cas sur Johannesburg avec des élèves et de ne pas certes montrer les inégalités, la fragmentation de l'espace avec les différents types de quartiers, mais de ne pas montrer les inégalités dans leur essence, à savoir les inégalités vraiment avec des populations qui sont extrêmement précarisées, qui font face à des populations extrêmement riches. Donc voilà, donc ça c'est pour le collège. Moi je pense que je le verrais bien en sixième, habiter une métropole, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et après, sinon on peut le voir aussi au lycée. Alors bien sûr, en chapitre 2 secondes, thème conclusif Afrique australe, là ça me semble plutôt bien approprié. C'est assez intéressant de montrer, voilà, si on veut montrer cette question de la richesse en Afrique du Sud, eh bien, là, elle apparaît au grand jour. Ou alors, sinon, en première, sur la métropolisation, hein, parce qu'on est clairement sur des dynamiques de métropolisation. Si on veut montrer les effets de la gentrification, les effets d'inégalité, les questions de fragmentation de l'espace, etc., on est bien dedans. Quand on parle de métropolisation, il faut aussi qu'on parle, bien sûr, de standardisation. Donc, tout ça, on le retrouve. Et donc, je pense que ce soit au collège ou au lycée, on peut vraiment trouver dans cette série pas mal d'éléments qui peuvent permettre soit d'illustrer un point du cours, soit même de réaliser une étude de cas sur Johannesburg. Oui, effectivement, Pierre, hein, les séries deviennent une pratique à part entière dans la pédagogie de beaucoup d'enseignants et c'est vrai que au niveau des élèves, le retour est plus que positif parce que c'est un support qu'ils peuvent appréhender facilement, notamment avec ces séries-là qui sortent sur Netflix, sachant que beaucoup de monde aujourd'hui est abonné à la plateforme. Donc, on a une série qui, là, a changé de dimension et je pense que l'Afrique du Sud aussi va changer de dimension puisqu'elle arrive au niveau international à travers les séries à peut-être diffuser une image. Et ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que le retour des élèves là-dessus, qu'ils soient au collège ou au lycée, voire même à post-bac, ça peut être très intéressant de voir qu'il y a une réelle évolution là-dessus par rapport à ce support-là. Il ne me reste plus, Pierre, qu'à vous remercier pour cette émission très enrichissante sur l'Afrique du Sud, qui, je pense, au vu de l'actualité Netflix qu'on a évoquée tout au long de l'émission, va en appeler d'autres, hein, notamment peut-être sur Queen Sono, par exemple. Avec plaisir. Et donc, vous comme d'habitude, vous donnez une bibliographie qu'on diffusera sur le site de l'émission. Et aussi, on rappelle à tout le monde que toutes les émissions sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, et que vous avez un résumé des émissions sur notre partenaire nonfiction.fr. Pierre, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci Nicolas, à bientôt.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.